Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, de l'Abitibi-Témiscamingue, du 6 juillet. Mon nom est Sarah Charbonneau, je fais partie de l'équipe des affaires publiques et relations médias du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. L'activité du jour vise à dresser un portrait de situation concernant la santé environnementale à Rouyn-Noranda. Pour ce faire, 3 personnes s'adresseront à nous. D'une part, Mme Caroline Roy, présidente directrice générale de l'organisation. Par la suite, Dr Stéphane Trépanier, directeur par intérim de la Direction de santé publique. Et pour compléter, Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique. Suite à cette présentation, une période de questions sera animée par Mme Marjorie Larouche, de la Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux. Madame Roy, je vous laisse amorcer la présentation. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Bonjour, Dr Boileau. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Dr Trépanier. Merci aussi aux représentants des médias, à la population, aux personnes concernées par la situation ou qui se sentent sensibilisées par la situation qui nous amène aujourd'hui à tenir ce point de presse-là et qui nous écoutent via le Facebook Live de l'organisation, que ce soit en direct ou en différé. Évidemment, un sujet d'importance pour la population de Rouyn-Noranda, un sujet d'importance pour la population régionale, évidemment un sujet qui affecte ou qui concerne la santé de la population, donc d'une très grande importance aussi pour le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue que je représente aujourd'hui. La posture que j'adopte en lien avec ce dossier-là, l'angle avec lequel on regarde la situation est vraiment en lien avec l'enjeu de santé qui est relié. Le Centre intégré de santé et services sociaux en Abitibi-Témiscamingue a au cœur de sa mission la protection de la santé de la population, le maintien et l'amélioration de la santé de la population. Donc, évidemment, à partir du moment où on a des données, où on a de l'information qui est disponible, qui met en jeu certains éléments liés à la santé de la population, bien, on est grandement interpellé. D'ailleurs, le conseil d'administration de l'organisation a adopté une résolution témoignant de l'importance accordée, témoignant aussi de la nécessité d'agir ou de prendre action dans le dossier. Donc, les données qui ont été constatées, qui témoignent d'inégalités en santé pour la population de Rouyn-Noranda selon différents aspects, mais évidemment, nous amènent à nous poser des questions. Puis, je vais aborder ça en vous présentant ces grandes questions-là qui nous concernent et que je pose et pour lesquelles j'ai pu échanger là, régulièrement dans les dernières semaines, dans les derniers mois avec l'équipe de la Direction nationale de santé publique, en l'occurrence Dr Boileau et son équipe, Direction régionale de santé publique, donc avec l'équipe de Dr Trépanier et également les représentants de l'Institut national de santé publique du Québec. La première question qu'on doit se poser à partir du moment où des écarts significatifs sont constatés au niveau des inégalités en santé d'une population, et donc à ce moment-ci de la population à Rouyn-Noranda, c'est qu'est-ce qui explique ces écarts-là? Donc, on doit comprendre et poser action pour être capable de mieux comprendre les écarts qui sont constatés actuellement, puis de la façon dont on va s'y prendre ou les actions concrètes qui vont mener à avoir cette réponse-là vous seront présentées par Dr Trépanier, par Dr Boileau. La situation s'inscrit aussi dans un contexte où il y a des émissions qui sont connues de polluants, de métaux lourds dans l'air de Rouyn-Noranda. Donc, données aussi connues au niveau des émissions polluantes et la qualité de l'air qui en découle au niveau de Rouyn-Noranda. Donc, la deuxième question importante à se poser concerne les risques à la santé. Quels sont les risques à la santé qui sont associés à la présence de cette pollution et de ces métaux lourds dans l'air de Rouyn-Noranda? On a aujourd'hui l'opportunité d'avoir déjà une étude qui confirme et qui caractérise un de ces risques-là liés au cancer du poumon associé à la présence de cadmium et d'arsenic dans l'air. Il y a certainement d'autres risques, il y a d'autres métaux également. Donc, une démarche est nécessaire, des actions sont requises pour être capable de bien caractériser ces risques-là à la santé pour la population de Rouyn-Noranda. À partir du moment où on a les informations, donc on a des données d'inégalité de santé, on a également des données d'émissions de matières polluantes, de substances polluantes, des métaux lourds notamment, dans l'air de Rouyn-Noranda.
Une troisième question se pose et elle est très importante et pour laquelle une réponse est attendue à court terme, c'est est-ce que cette situation, est-ce que ces données nous imposent à agir rapidement pour protéger la santé de la population de Rouyn-Noranda ou prévenir l'apparition de certaines maladies ou certains impacts ou risques qui sont connus ou qui sont anticipés. Donc, par principe de précaution, quelles seraient ces mesures qui doivent être appliquées rapidement? Et pour ça, un délai de quelques années, un délai même de plusieurs mois est beaucoup trop long. Et donc, pour répondre à cette question-là, évidemment, on va devoir agir avec un plus court terme qui vous sera présenté également là, dans les prochaines minutes pour s'assurer de dire à notre population, on a fait les validations requises, on a consulté les plus grands experts pour pouvoir répondre à cette question-là et maintenant, donc dans quelques semaines, on sera en mesure de pouvoir répondre à certaines questions, puis poser action, appliquer certaines mesures, répondre à certaines recommandations, si tel est le cas. Donc, la question est, est-ce qu'il y a des mesures et quelles sont ces mesures qui doivent être appliquées si tel est le cas? Donc, plusieurs actions s'imposent qui vous seront présentées en détail et concrètement sur les prochaines semaines, là, ce qui pourra être fait, qui correspond à notre plan de match global en santé ici en région pour s'assurer d'assurer un suivi rigoureux de la situation de la santé environnementale à Rouyn-Noranda. Ces actions vont devoir prendre en compte également la volonté, les besoins, la réalité de la population de Rouyn-Noranda et tous les acteurs concernés par la situation. On a une opportunité ici d'avoir constitué un comité consultatif en santé, environnement à Rouyn-Noranda, qui sera évidemment au cœur aussi de tous les échanges et de toutes les actions qui seront posées au courant des prochaines semaines et des prochains mois, évidemment. Également, le CIS va amorcer prochainement une démarche au cours des prochaines semaines visant à bien mesurer, à partir des informations déjà connues et celles à venir, quels sont les risques qui sont considérés comme étant acceptables par la population de Rouyn-Noranda. Avec une information plus documentée sur les risques à la santé en lien avec ce à quoi la population est exposée, on sera capable de réaliser une telle démarche en s'assurant de faire une démarche rigoureuse, d'utiliser la méthode qu'il faut pour que la conclusion qu'on aura permettra de bien qualifier quel est le risque acceptable pour notre population, ce qu'on peut appeler communément l'acceptabilité sociale de la population face à la situation. Donc, c'est avec une très grande importance accordée à la situation, puis un grand sentiment de responsabilité. Et je le rappelle, notre organisation est celle ici en région dont la mission et le cœur de la mission est de s'assurer de la protection, du maintien et de l'amélioration de la santé de la population en région. Donc, c'est avec ce grand sentiment de responsabilité qu'on s'engage à réaliser, à collaborer, à soutenir toutes les démarches qui seront réalisées, coordonnées par notre organisation, par également la Direction régionale de santé publique ici, et également avec un soutien attendu et demandé de la Direction nationale de santé publique. Tout ça s'inscrit dans une grande volonté de transparence au niveau de l'information qui sera communiquée à la population, aux représentants des médias, évidemment. Donc, plusieurs rencontres réalisées dans les dernières heures témoignent bien de cette volonté-là de réaliser toute démarche, toute action, d'exposer ce qui s'en vient à la population et à tous les acteurs concernés de façon complètement transparente. Et vous avez mon engagement également à ce sujet-là. Les principaux partenaires et la population de Rouyn-Noranda seront impliqués dans ces démarches. Je vous remercie. Merci, Mme Roy. Dr. Stéphane Trépanier. Merci. Premièrement, on apprécie beaucoup l'appui et la présence de l'INSPQ et du ministère de la Santé aujourd'hui pour nous appuyer dans ce dossier-là, qui est un dossier important. Au niveau des actions régionales, on le prend très au sérieux, bien entendu, et c'est important pour nous aujourd'hui de vous informer, d'informer la population. C'est un des rôles de la Direction régionale de santé publique. C'est important pour nous de comprendre les écarts, c'est important pour nous de comprendre les inégalités qui ont été observées dans nos données de santé et d'agir si requis selon les expertises qu'on aura cherchées, et je vous en parle bientôt. L'équipe, dans les dernières années, on a fait beaucoup de caractérisation pour mieux connaître ce risque-là. On a fait des sous-analyses et on a des données maintenant, on peut dire en juin, juillet 2022, on a de l'information pour les prochaines étapes qui s'en viennent. Mais à court terme, c'est plus des études qu'on va faire, c'est vraiment d'aller chercher des réponses très précises avec des experts. Et des experts au niveau justement de l'INSPQ, du réseau ici québécois,
mais s'il faut, des experts qu'on identifiera ailleurs au Canada, ailleurs même dans le monde s'il faut. Pour aller chercher les réponses, et principalement, l'objectif de ça, c'est d'avoir un consensus sur les seuils sécuritaires par rapport aux diverses substances qui sont dans l'air de Rouyn-Noranda, mais aussi certains problèmes de santé qu'on a parlé plus récemment, notamment les cancers de poumon, bien sûr, mais aussi les maladies pulmonaires obstructives chroniques et tout ce qui touche la grossesse, le fœtus et le développement de l'enfant. On aimerait avoir ces réponses-là avant septembre 2022, donc environ 2 mois et demi, qui peut paraître long, mais qui est court là, pour aller chercher l'ensemble des informations, mais on aura ce fameux consensus-là qu'on va aller chercher sur les seuils sécuritaires pour la santé. Notre équipe de santé publique régionale sera bonifiée de 3 ressources, donc ça va augmenter aussi notre capacité d'action dès cet été, mais aussi pour le futur dans tout le dossier qui touche l'environnement. Et on continue de travailler avec nos partenaires. Nos partenaires sont très mobilisés avec nous là, régionalement pour travailler ce dossier-là. Et bien sûr, toute l'information va être communiquée, comme le disait notre PDG, de façon transparente et régulière. S'il y a des mesures qui sont identifiées par les experts, parce qu'on va les questionner sur certains seuils, sur certains effets qui peuvent survenir à ces seuils-là, mais on va aussi les questionner. Est-ce que selon vous, à ce qui est observé à Rouyn-Noranda, il y a des mesures qui doivent être mises en place immédiatement? Et s'il y a consensus sur ces mesures-là, bien sûr, on va vous les communiquer et on va les mettre en place. Donc, c'est vraiment ce qu'on vise pour cet été. Merci. Merci. Dr. Luc Boileau. Oui, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Là. Merci d'être ici avec nous ce matin. D'abord, un merci tout particulier à Mme la PDG, Mme Roy, au Dr. Trépanier pour l'accueil puis leur collaboration depuis que nous sommes ici hier. Alors, nous sommes bien sûr ici, puis ça nous fait plaisir de venir faire le point sur l'évolution de la situation de la santé de Rouyn-Noranda en contexte de ces questions-là autour des émissions de la fonderie Horn. Alors, depuis plusieurs semaines, on constate qu'il y a des préoccupations qui sont bien sûr légitimes, exprimées par plusieurs. On a eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs, des citoyens, des représentants des citoyens, des représentants aussi c'est-à-dire de ceux qui s'occupent de la santé des citoyens au cours de la dernière journée, des dernières heures et encore ce matin. Et on sent bien qu'il y a des inquiétudes et qu'il y a beaucoup de questions qui sont là. En ce sens-là, c'est important de porter un regard qui est attentif, mais aussi spécialisé sur l'enjeu des risques associés aux émissions de la fonderie. En particulier l'arsenic, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup se manifester dans l'information publique, mais ce n'est pas le seul enjeu. Il y en a d'autres autour de ça. Alors, au premier plan, soyons très clairs en ce moment. Pour moi, le maintien des émissions d'arsenic au niveau actuel, ce n'est pas tolérable, considérant les impacts sur la santé qui sont connus. Et ces émissions-là doivent être revisées à la baisse pour atteindre des niveaux acceptables. Alors, ça donne relativement bien de dire ça, puisqu'il y a un contexte particulier qui est celui d'une revision actuellement du certificat d'attestation que le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique devrait émettre au cours des prochains mois, au cours de l'automne. Alors, c'est une occasion pour venir reviser comment ces émissions-là devraient être faites et comment est-ce qu'elles pourraient être jugées comme différentes de ce qu'elles sont actuellement. Alors, on a eu l'occasion, comme je vous le mentionnais, de rencontrer évidemment plusieurs parties prenantes et on a bien reçu le signal d'inquiétude qui manifeste partout. Alors, on est tous engagés, et puis je le suis bien sûr personnellement, à faire en sorte de réduire ces émissions-là par la formulation des opinions scientifiques et des avis qui sont nécessaires pour pouvoir faire progresser la compréhension de la situation et sa correction. Alors, c'est important de bien expliquer dans ces situations-là les différents paramètres et surtout les risques qui sont associés à cette exposition-là. Alors, personne ne souhaite être exposé à des métaux lourds, on comprend bien ça. Puis l'inquiétude, elle est authentique, on l'a bien palpé, puis elle est légitime aussi. On est en appui, nous et moi en particulier, mais l'équipe au niveau national et l'Institut national aussi de santé publique qui s'est exprimé à plusieurs moments dans les dernières heures et la dernière journée. On est en appui à l'établissement, donc au Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, à sa direction de santé publique aussi, avec qui on a fait le point à plusieurs moments, ça a été dit, et on va continuer à le faire.
Et au cours des prochaines semaines, comme c'est entendu, au cours des prochains mois aussi, si c'est nécessaire, pour avancer dans ce dossier-là avec transparence, rigueur et célérité. Célérité dans le sens de ne pas allonger le plaisir des études pendant des années pour venir confirmer des choses, mais plutôt agir avec tout ce qui est en notre connaissance, en nos connaissances actuellement, ou ce qui ne l'est pas, aller le chercher le plus hâtivement possible pour faire le point véritablement sur ces risques-là. Autrement dit, en mettant toute l'énergie nécessaire pour que les travaux scientifiques qui doivent être faits et qui sont déjà entamés, puis vous l'entendrez dans quelques instants, puissent l'être le plus rapidement possible aux fins de dispositions et de décisions à prendre, en tout cas de conscientisation scientifique la plus globale possible à faire d'ici la fin de l'été actuel. Alors, je tiens à souligner que le seul objectif que nous avons, que moi j'ai personnellement, le seul mandat, la seule mission que j'ai, c'est de protéger la santé de la population du Québec, partout, ici aussi, à Rouyn-Noranda. Alors, c'est la seule perspective avec laquelle je fonctionne. Alors, notre présence ici aujourd'hui coïncide avec le dépôt du rapport de l'Institut national de santé publique qui a été présenté sommairement depuis plusieurs heures, puis en l'occurrence un peu plus tôt ce matin. Un dépôt d'un rapport qui précise justement l'évaluation des risques cancérigènes qui sont attribuables aux contaminants qui ont été émis ici, soit l'arsenic et le cadmium. Alors, cette étude-là, elle est complexe, mais elle peut être résumée d'une façon le plus possible. Ce n'est pas nécessairement facile. Mais somme toute, ce qu'on comprend, c'est qu'il existe des seuils, hein, vous le savez tous, qui sont reconnus, qu'on ne souhaite pas dépasser pour éviter qu'il y ait le développement de cancer. Ici, au Québec, on estime d'une façon générale, et en particulier pour l'arsenic, ce n'est pas la même chose dans toutes les juridictions, mais on estime que si on dépasse dans une exposition à vie, qu'on considère comme étant 70 années, si on dépasse un certain seuil, bien qu'on ne voudrait pas avoir plus qu'un cancer par million d'habitants par 70 ans d'exposition. Alors, ce n'est pas la même chose ailleurs, mais somme toute, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très peu. Dans le fond, ce qui est visé, là, on a en tête là, avec des chiffres comme ça, c'est qu'il n'y ait pas de risque de développement de cancer en suivi des expositions dans une telle perspective quand on ne dit pas plus qu'un cas de cancer par million d'habitants sur 70 ans. Alors, les calculs ont été faits avec beaucoup de rigueur. Je pense que l'Institut national de santé publique avait tout un arsenal de données qui lui ont permis de maîtriser le calcul des risques toxicologiques. Et ceci a été fait en prenant en compte toutes les données qui ont été cumulées depuis 30 ans ici, du côté de Rouyn-Noranda, dans la captation des niveaux d'exposition. Et ils se sont référés aussi aux repères que donnent de grands organismes internationaux, les plus solides en la matière. Et ces repères-là ne sont pas identiques l'un et l'autre, les organismes internationaux. Il peut y avoir une certaine variation, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont regardé tout ça avec objectivité et regardé si la situation ici à Rouyn-Noranda dépasse dans les expositions qu'il y a eu, les seuils considérés comme à risque pour développer des cancers tels qu'émis par plusieurs organismes qui sont internationaux, dont celui de Santé Canada ou d'autres américains ou d'autres internationaux. Alors, ce qui a été fait aussi, c'est qu'ils ont calculé cette exposition depuis 30 ans et en calculant également comme si elle se poursuivait encore pendant 40 ans pour faire 70 ans. La poursuite des émissions, c'est les émissions qui ont été observées plus récemment au cours des quelques récentes années, qui, nonobstant le plafond de 100 nanogrammes par mètre cube qui était placé, ont été en moyenne de 87 nanogrammes par mètre cube. Donc, somme toute, les calculs qui ont été faits montrent que si on considère toute l'exposition qui a été faite depuis 30 ans et encore pour 40 ans avec le même niveau qu'il y a actuellement, nous aurions ici à Rouyn-Noranda, dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda, pour une population d'à peu près 23 à 24 000 habitants, environ 1 à 14 cas de cancer de plus générés par ces émissions-là, au total pour les 70 ans et pour l'ensemble de la population. De 1 à 14, vous me direz qu'il y a une variation. Effectivement, les organismes internationaux ne voient pas les risques associés
aux émissions d'arsenic et de cadmium avec la même amplitude mathématique. Et ceci explique cet écart-là. Mais il en demeure pas moins que ce sont des chiffres qui, lorsqu'on les regarde, peuvent paraître pour plusieurs petits. Parce qu'on dit, somme toute, sur 70 ans, il pourrait y avoir de 1, ça c'est si on continue les émissions telles qu'elles sont actuellement, il va y avoir de 1 à 13 cancers, 14 si on ajoute le cadmium, ça ne fait pas grand-chose. Il faut faire attention là, parce que la population ici, elle est de 23 000 habitants, et si on ramène ça sur des taux de 1 par million, on dépasse largement les risques normalement acceptables et qu'on souhaite éviter quand on est exposé à de tels contaminants. Alors ici, ce n'est pas parce que ces chiffres présentent des risques plus petits en termes de nombre qu'il faut esquiver l'enjeu auquel ça représente. Puisque somme toute, naturellement, c'est-à-dire naturellement d'une façon plus normale, il devrait somme toute y avoir 550 personnes qui souffriraient d'un cancer du poumon sur 70 ans dans la communauté de Rouyn-Noranda avec ces calculs-là. Et donc, on le dépasserait à 551 jusqu'à 564. Et ça demeure dépassant les risques normalement acceptables pour des expositions à de tels contaminants. Alors, ces chiffres sont petits, tant mieux qu'ils ne soient pas très élevés, mais c'est tout de même de trop. Alors, on ne peut pas trouver acceptable qu'une population soit soumise à un risque, même à cette hauteur, surtout s'il peut être diminué. Alors, ça ne change pas que l'arsenic, comme les autres métaux lourds, peuvent donner aussi d'autres risques. On en a parlé. Nous sommes à évaluer le plus hâtivement possible les risques les plus probables associés à ces expositions-là en termes de risques qui peuvent être attribués, c'est-à-dire ce qu'on observe ici, est-ce que ça peut être attribué à cela? Nous voyons bien que les cas de cancer du poumon qui sont rapportés ici ne peuvent pas être exclusivement rapportés aux émissions. C'est le constat que nous faisons. Une petite partie pourrait en être expliquée, mais ça reste une petite partie. Donc, la démarche de santé publique, c'est surtout de voir quelles sont les causes profondes derrière cela. Est-ce qu'il y a des variations qui sont explicables par d'autres phénomènes? Le tabagisme peut être une explication importante, mais il faut aller plus rapidement au fond des choses. Et ce qui est éveillé ici, c'est le fait qu'il y a des émissions quand même qui touchent une population avec des risques qui sont dépassés par rapport à ce que nous recommandons de façon générale. D'ailleurs, vous connaissez la norme qui est de 3 nanogrammes, ça a été bien dit souvent, de 3 nanogrammes par mètre cube. Ici, on tolère une norme qui est beaucoup plus élevée dans un contexte industriel bien ancré dans la population et dans la communauté depuis maintenant de très nombreuses années. Il en demeure pas moins que l'évolution fait en sorte qu'on doit se ramener à des convenances qui sont plus maîtrisées en termes de risque. Alors, on va donc être des plus actifs, comme ça a été demandé par les 2 personnes qui sont intervenues avant moi, pour accompagner cette évaluation de risque dans idéalement les quelques prochaines semaines pour qu'au terme de l'été, on ait pu revenir ici et faire le point en travail continu. Et on va donc revenir bientôt. On est très conscient qu'il y a des préoccupations importantes qui sont exprimées et c'est tout à fait légitime. Et on s'engage à faire tout ce qui est possible dans notre pouvoir pour donner les éclairages d'ici le plus rapidement possible, d'ici à la fin de l'été, comme je le mentionnais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Roy, Dr. Trépanier, Dr. Boileau. Nous allons débuter la période de questions par les questions en présence. Donc, je vous invite à vous approcher au micro pour poser votre question. Bonjour, tout le monde. Antonin Bélanger, le citoyen. Est-ce que vous voulez parler à la fonderie Horn et est-ce qu'ils sont prêts à faire les efforts nécessaires pour trouver une solution à tout ça? Vous me demandez à moi? Oui. Oui. Non, moi, je n'ai pas parlé aux représentants ou à quelconque de la fonderie Horn. Il y a une personne de la fonderie Horn hier qui était présente à l'occasion d'une rencontre avec le comité santé et environnement, mais je n'ai pas eu d'échange avec la fonderie Horn.
Jean-Thomas Léveillé, La Presse, merci d'indiquer à qui s'adresse votre question. Oui, bonjour. Ma question est pour Dr. Boileau ou Dr. Trépanier. Vous avez tous les deux évoqué la nécessité d'atteindre un seuil sécuritaire d'exposition aux contaminants aux métaux lourds, sans dire quel est ce seuil sécuritaire. Vous avez même dit, si j'ai bien compris, et corrigez-moi si je me trompe, qu'on voulait déterminer quel était le consensus, quel est un seuil sécuritaire consensuel. Or, ne le sait-on pas déjà qu'au-delà de 15 nanogrammes par mètre cube, il y a des effets neurologiques, notamment sur les enfants? Oui, nous savons déjà beaucoup de choses. Nous comprenons qu'au-delà d'un certain nombre de nanogrammes par mètre cube, vous l'avez entendu et vous le retrouverez dans l'étude, il y a des risques de développer des cancers. Nous comprenons aussi qu'il peut y avoir des risques de développer d'autres maladies. Vous parlez de la neurotoxicité auprès des enfants, chez les enfants, en bas âge, dans leur progression. Il peut y avoir ces effets-là. Effectivement, nous savons déjà cela assez bien. Et si votre question est précisément là-dessus, ce sont des choses que nous savons. Toutefois, ce qu'il faut venir vérifier, c'est sur le plan de l'information des données cliniques que nous avons de la région, il n'y a rien qui nous montre qu'il y a eu des effets jusqu'à maintenant, mais c'est parce que nos indicateurs ne sont pas capables d'aller chercher ça. C'est trop subtil des fois comme effet pour qu'on puisse le capturer avec les systèmes d'information que nous avons. Donc, à votre question, s'il y a déjà de la connaissance acquise de ce côté, oui, il y en a. Est-ce que ce sont des effets qui, à partir de 15, ça donne ça à tous les enfants? Il y a beaucoup de nuances à apporter autour de ça. Et c'est ce qui doit être allé chercher, c'est-à-dire l'expression scientifique la plus poussée pour donner une opinion solide sur la réduction attendue, ou plus encore, si vous me permettez, monsieur, c'est lorsqu'il y aura une proposition de réduction, puisqu'il devra y en avoir une, ce ne serait pas logique de ne pas en avoir, d'être capable, avec la maîtrise qu'on a des données, de pouvoir rendre compte de son impact sur la santé des gens en toute prévisibilité. Ce que ma question sous-entendait, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher de plus comme consensus? Il me semble y en avoir déjà un consensus. Oui, c'est parce que vous touchez un point, excusez-moi, c'est correct, vous touchez un point, je ne voulais pas vous interrompre. Non, j'avais terminé. Vous touchez un point avec votre question. Et il y a d'autres aspects. Il y a les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Il y a des effets. Est-ce que cela peut expliquer... Il y a des écarts ici par rapport aux issues de grossesse, notamment les retards de croissance intra-utérine ou les bébés de petits poids. Est-ce que les émanations peuvent expliquer cela ou en partie et à peu près de quelle partie que ça peut être? Alors, ce sont des choses qui, déjà, nous avons pas mal d'informations, mais on voudrait solidifier la posture pour bien partager ça avec les autorités de santé responsables ici de la région et donner la bonne ampleur à tout cela. Ça va nous prendre encore plusieurs journées, quelques semaines. On est à mobiliser toutes les expertises requises autour de ça. C'est déjà en route et nous serons donc de retour sous peu pour ces aspects-là. Aujourd'hui, nous rendons compte de l'impact sur le cancer du poumon de 2 contaminants qui sont là. Il y en a d'autres. Hein? Alors, donc, on rend compte de ça, mais on veut le faire sur les autres aspects également, comme je viens de le mentionner. Vous évoquez là, ceux qui ont été publiés en mai, là, les MPOC, les bébés de petits pois. Oui, c'est-à-dire, c'est le référent que la direction de santé publique ici et l'établissement ont pris de comparer leur situation de santé, leurs données, avec ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans la région, avec d'autres sous-régions de la région de l'Abitibi ou sur la moyenne québécoise. Alors, on voit des écarts. Est-ce qu'ils peuvent s'expliquer à cause de cette situation-là ou ils ne peuvent s'expliquer qu'en partie? Vous prenez le cas du cancer du poumon, il est bien expliqué aujourd'hui que les émanations peuvent contribuer, mais pour une faible partie de cela. C'est ce qui est rendu compte. Et ça ne veut pas dire que pour autant, c'est tolérable, on l'a bien mentionné. Je termine avec ma question. Vous évoquez les autres métaux lourds. On nous a dit dans la science d'information technique que vous ne disposez pas d'assez d'informations pour évaluer l'impact des autres métaux lourds. Comment on peut remédier à ça rapidement? C'est-à-dire, on peut présumer qu'il y a des expositions qui ne sont pas bien calculées, mais nous sommes capables de dire que des expositions à d'autres métaux lourds, ce n'est pas une bonne idée en général. Vous le savez,
n'y a personne en fait, il n'y a pas encore un article qui va dire c'est bon pour votre santé d'être exposé à des métaux lourds. Il y en a pas, là. Fait que, alors, ça, conscient de ça, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans un risque zéro dans tout. C'est évident que ce n'est pas possible pour différentes situations, qu'elles soient industrielles, au travail, naturelles. Alors ici, il faut juste mesurer quel est le niveau qui est réellement impactant sur la santé des gens. Et on vient de le faire pour un aspect important, le cancer du poumon, puisque c'était révélé comme un écart important. Là, on vient de clarifier la situation, tout en soulignant, je le répète, que ça ne fait pas en sorte que ces nombres petits soient tolérables, puisqu'ils sont élevés pour la population ici. Prochaine question. Oui, bonjour, Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Madame Roy et tous, vous avez dit qu'il faut des réponses rapidement. On veut, d'ici la fin de l'été, revenir avec des réponses, avec un consensus. Pourtant, ça ne date pas d'hier qu'on sait qu'il y a des effets sur la santé. Déjà, dans les années 90, il y a des rapports qui le disaient. Il y a 3 ans, il y a eu ce rapport de biosurveillance qui a un peu alerté le tout avec la fameuse annexe sur laquelle on ne reviendra pas, mais qui déjà donnait des indicatifs. Comment se fait-il que ça a pris aussi longtemps avant qu'on arrive avec ces données-là aujourd'hui de dire oui, il y a un risque non négligeable pour la santé des gens en point de vente? Je peux amorcer, puis vous poursuivrez. En fait, c'est réellement tout récemment qu'on a un constat où il y a des inégalités en santé sur plusieurs éléments, donc certains éléments qui vous ont été partagés d'ailleurs il y a de cela quelques semaines et qui nous amènent à poser plusieurs questions. Donc, des données récentes ou récemment colligées de cette façon qui nous permettent de dire là, on a une préoccupation devant nous, comprendre ces écarts-là dans un contexte d'émission. Des hypothèses peuvent être émises, mais là, il faut aller au fond des choses pour être capable de bien caractériser les risques à la santé en lien avec les émissions. Ça, c'est une chose. Un élément qu'il faut vraiment mettre de l'avant, c'est être capable de comprendre les écarts pour agir sur les sources. Et c'est là où vient vraiment la nécessité d'agir rapidement ou d'avoir des réponses rapides cet été, puisqu'à partir du moment où il y a des inégalités de santé, si on est capable déjà de connaître quelques sources cet été, puis d'avoir certaines réponses, mais dès qu'on pourra poser action pour protéger la population, si c'est le cas, si c'est requis, on va le faire évidemment. Et ça, c'est notre rôle, notre mission, notre responsabilité. Docteur Trépanier. Oui, bien, je veux dire, pour faire des études comme il a été fait pour le cancer du poumon, il faut quand même beaucoup de données. Tu sais, nous, on a sorti les données de santé, on a sorti les données d'exposition, on a fait une caractérisation des sols, parce que le volet des sols est dans les données qui ont été présentées aujourd'hui. On a fait les données d'imprégnation, comme vous savez, qui ont mené à l'éveil du problème, si on peut dire. Donc, mais et plusieurs sous-analyses qu'on fait à travers ça à chaque étape. Si bien que les prochaines étapes, vu qu'on a toutes passé ces études-là puis ces analyses-là, vont être beaucoup plus rapides. C'est pour ça qu'on peut se permettre, à ce moment-ci, vu qu'on a regardé la littérature en détail, d'aller vraiment creuser des questions très précises. Là, on veut savoir vraiment, comme disait Dr. Boileau, exemple, à quel niveau, pour le plomb, on a des impacts sur l'enfant. C'est quoi ces impacts-là? Et est-ce qu'au niveau qu'on a à Rouyn-Noranda, on a besoin de mettre des mesures en place, sachant qu'on a cette concentration-là? Mais si on trouve le bon expert qui est là-dedans depuis des années, bien, c'est des réponses qu'on a assez rapidement. Donc, ce n'est pas des nouvelles études. On a les données, on peut bien présenter le dossier à ces experts-là pour qu'ils nous aident. Et c'est ce qu'on va faire cet été. Si vous me permettez, je vous dirais que les écarts de santé que nous observons ici peuvent être vus aussi dans d'autres contextes au Québec ou à travers le Canada. Où il n'y a pas une moyenne qui est établie et à partir duquel tout le monde s'accroche à cela au niveau des profils de santé. Ici, il y a eu des préoccupations manifestes autour des cancers du poumon, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, des bébés de petit poids. Mais ce sont des choses qu'on peut voir aussi, l'espérance de vie, se distinguer d'une région à l'autre, par territoire à un autre, pour différentes raisons. Ce qui est recherché, c'est de voir est-ce que nous avons devant nous une cause qui vient expliquer tout cela. En toute vraisemblance, il peut y avoir des effets, mais d'assumer aujourd'hui que ces écarts-là seraient dus aux émissions serait une erreur grave et serait invraisemblable. Il y a une portion qui peut peut-être être expliquée par ça. On vient de le caractériser pour le cancer. Et pour les autres dimensions, ce serait, je pense,
extrêmement étonnant, mais à mon point de vue, ce serait une erreur et invraisemblable que les écarts puissent être expliqués par les émissions dans leur totalité. Je me répète, une partie, et c'est ça qui est recherché. Quelle est la contribution de ces émissions-là sur ces profils de santé-là et de le faire le plus intelligemment possible avec la meilleure expertise. C'est ce qui nous est demandé, c'est ce que nous offrons comme service au cours des très courtes prochaines semaines. En sous-question, bon, vous avez présenté des graphiques là, dans l'étude sur la baisse possible des risques selon différents scénarios. Le scénario le plus optimiste, c'est l'atteinte de la norme de 3 nanogrammes par mètre cube. Et à partir de là, le risque diminue de près de 50 ça reste qu'il y a quand même encore un 50 48 très exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc des expositions qui ont déjà été faites, qui ont déjà donné des problématiques. Le début des années 2000, on a vu des pics, parfois à 1000 nanogrammes au plus haut. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont déjà eu ces expositions-là? Est-ce qu'on a du dépistage de prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose prévu pour les gens pour qui les conséquences sont peut-être déjà arrivées finalement? Vous le situez bien. Si on réduisait énormément là, les émissions et qu'on ramenait ça selon la norme au Québec, on ne réduirait pas à 100 % le risque sur les 70 ans calculés depuis 30 ans et pour 40 ans d'avant nous. Par contre, ça réduirait le risque pour les personnes à partir de maintenant pour les 70 prochaines années parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Ce que ça explique surtout, ces données-là, c'est que la charge la plus importante d'exposition, c'est pas, nonobstant les données qu'on voit actuellement, ce n'est pas la charge actuelle, c'est la charge qui s'est passée dans les nombreuses dernières années. C'est calculé sur 30 ans derrière, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres données disponibles là-dedans. Mais la charge d'exposition actuelle ne pourra pas rester la même. Je pense que ce n'est pas tolérable. On l'a mentionné d'entrée de jeu ici. Et donc, il faut anticiper qu'il y aura une forte différence sur ces calculs-là. Maintenant, que pouvons-nous faire pour les personnes qui ont été exposées? Le nombre de personnes étant important, mais le risque étant recalibré, comme nous l'avons dit, nous sommes à étudier rapidement, et c'est un des points qui était demandé. Y a-t-il des mesures supplémentaires de prévention, de dépistage qui peuvent être faites? Nous analysons la situation avec les meilleurs experts actuellement et les méthodologies les plus solides sur le plan scientifique et clinique pour voir et répondre à cette question qui nous a été demandée d'ailleurs par les médecins ce matin. Prochaine question. Peut-être juste une demande de précision. En fait, j'ai compris que vous allez travailler dans les prochains jours, prochaines semaines pour arriver à un consensus là, en vue du renouvellement là, de la station d'assainissement. Est-ce que vous allez faire une recommandation sur un chiffre, sur un barème là, en vue du renouvellement? La norme, en fait, permise pour la fonderie Horn. Oui, bien, écoutez, l'objectif ciblé d'une façon générale par tout le monde, c'est d'éviter autant que faire se peut ces émissions, sans nécessairement, pour autant, fermer l'entreprise. Dans le sens, ça peut être une option, là, tout dépendant à quel niveau ils seront capables d'atteindre. Mais ça, c'est une disposition qui sera prise par la communauté et le gouvernement. Nous, on va être capable d'estimer quels sont les risques associés à la proposition qui sera sur la table. Mais nous n'avons pas nous n'établissons pas de dire voici, ça ne peut pas être plus élevé que ça ou que ça. On va attendre de voir quelle est la proposition et on va être capable de la caractériser en termes d'impact sur la santé. Puis est-ce que le risque est élevé, en fait, là, à tous les niveaux, en fait, pour tous les quartiers de Rouyn-Noranda autour on comprend que peut-être Notre-Dame, le quartier Notre-Dame, c'est un petit peu plus de risque, mais pour l'ensemble de Rouyn-Noranda, à quoi ça ressemble? Bien, les calculs qui ont été faits se sont distingués pour le quartier Notre-Dame et pour la communauté urbaine de Rouyn-Noranda dans son ensemble. Il est clair que l'exposition va être plus élevée à proximité. C'est assez évident par rapport à une distanciation qui va chercher l'ensemble du périmètre urbain. Quand on calcule spécifiquement pour le quartier Notre-Dame du risque de cancer développé sur ces mêmes 70 ans, là,
en gardant les mêmes expositions actuelles pendant 40 ans, il devrait y avoir entre 0 et 2 personnes qui souffriraient de cancer sur ces 70 ans-là dans le quartier de Notre-Dame. Pas par année, là, au total. Pour les calculs arsenic et cadmium ensemble. Arsenic inspiré, ingéré et cadmium aussi. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre avec les questions en mode virtuel. Donc, je vous invite à lever votre main. Et puis, nous allons vous appeler. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro et poser votre question. Donc, Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Avant que je pose ma question, peut-être juste une précision. On n'a pas eu la réponse lors du briefage technique. En ce moment, quelle est la moyenne d'émissions qui est observée là, de la fonderie Horn? On a entendu des chiffres différents là, pendant la conférence de presse. C'est entre 87 et 100. Là, il y a 2 stations, mais celle de la fonderie, la station légale, c'est de 87 comme moyenne annuelle. Parfait. En 2021. Parfait, merci beaucoup. Alors, ma question, je comprends que vous allez analyser toutes les données qui sont à votre disposition, évaluer les risques et proposer une norme, une nouvelle norme d'émission. Ma question est pour vous, Dr. Boileau. Votre prédécesseur, en 2019, avait rencontré la fonderie Horn avant de procéder, avant d'enlever l'annexe sur laquelle on ne reviendra pas. Mais est-ce que dans vos calculs, vous allez considérer encore une fois les préoccupations de la fonderie Horn ou on va se baser uniquement sur les risques associés à la santé? En fait, la préoccupation unique que moi j'ai, c'est la santé de la population et de la préserver puis de la protéger. La santé de la population, c'est déterminé par beaucoup de choses. Et entre autres, des habitudes de vie, la façon dont on a été élevé, la façon dont on va faire plein de choses dans la vie, les risques qu'on prend, puis aussi de l'emploi, de l'activité économique, du fait de pouvoir gagner sa vie. Et c'est un élément qui doit être considéré lorsqu'on parle de l'évolution d'une santé d'une population. Maintenant, nous, notre angle de prise ici, il est pour l'instant surtout de bien estimer les risques qui sont associés aux émanations. On a la chance d'avoir un Institut national de santé publique qui maîtrise très bien ce domaine d'évaluation-là et qui nous fait profiter de ses compétences pour juger du risque. Et on vient d'en parler. Il y a d'autres dimensions qui doivent être analysées. Je n'ai pas rencontré la fonderie Horn, je n'ai pas été invité à la rencontrer, puis ce n'était pas non plus dans ma démarche. La démarche ici était vraiment d'être en appui à l'établissement et pas à la fonderie. La fonderie a ses propres prérogatives et elle a certainement à se manifester. Et elle le fait sûrement en ce moment avec l'équipe du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et le ministère de l'économique et de l'innovation. Donc, il y a certainement des échanges qui ont lieu. Le point de repère que nous situons de concert avec l'établissement, c'est que le niveau actuel, nonobstant le fait qu'il est inférieur à 100, mais à 87, reste pas tolérable actuellement dans une perspective de prolonger ça encore longtemps. Merci. En sous-question, pour vous, Dr. Boileau, mais les autres personnes qui vous accompagnent peuvent répondre également. À la lecture de ces données-là, même si, vous l'avez dit, c'est 0 à 2 cas de plus pour le quartier Notre-Dame sur 70 ans, on a senti que vous avez essayé d'être rassurant, mais à la lecture des données qui sont publiées aujourd'hui, la population de Rouyn-Noranda va probablement être inquiète. Puis est-ce qu'elle a des raisons de s'inquiéter? La question est pour moi. La question est pour vous, mais les autres personnes peuvent répondre également. Je pense qu'avec les informations qui ont circulé récemment, ce serait très difficile pour la population de ne pas être inquiète. Nous, ce qu'on est ici, ce n'est pas pour rassurer ou diminuer l'inquiétude, c'est pour donner l'heure juste. Le sentiment d'être inquiet ou non appartient à chacun. Nous, c'est de donner l'heure juste. C'est ça qui nous tient. Et en même temps, c'est de prendre la responsabilité
de porter un jugement sur le fait que si ça donne des cancers, est-ce que c'est une bonne idée? Ça en donne très peu, on le sait là, actuellement pour la population, parce que ce n'est pas une population de 20 millions d'habitants. Là. Mais si on était dans une grosse population, les mêmes proportions donneraient plus de cas. Donc, ça reste quelque chose qui peut être évité. Alors, pourquoi se donner le risque d'avoir des cancers de plus, là, mettons, si on calculait ça sur 70 ans, la majeure partie de ces cas-là serait due à l'exposition passée. Donc, si on peut éviter les autres, faisons-le. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui s'ajoute dans le bon sens. Merci. Prochaine question, Olivier Bourque, Journal de Montréal. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Avec les données qu'on a actuellement, donc vous dites, notamment donc Dr Boileau, que ce n'est pas tolérable. Une question toute simple. En termes de précaution, est-ce que l'entreprise devrait fermer même de façon temporaire avec les données qu'on a actuellement? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on devrait relocaliser les gens du quartier Notre-Dame, ceux qui sont dans les vents dominants? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. On va regarder ça au cours des prochaines semaines avec toutes les opinions d'expertise qu'on va aller chercher, qui sont déjà en route et qu'on a été chercher pour plusieurs avec les risques qui sont sur la table. Si vous me demandez la question aujourd'hui, y a-t-il des chiffres qui nous invitent à dire qu'il faut fermer l'entreprise et éviter toute émanation à compter d'aujourd'hui? La réponse est non. Il n'y a pas de données qui nous invitent à dire qu'il y a là, considérant les conséquences d'un tel geste, qui justifierait le fait de fermer l'entreprise aujourd'hui, de mon point de vue comme directeur national, la réponse est non. Et laissez-moi progresser avec l'invitation qui est formulée d'aller chercher toutes les expertises requises pour vraiment caractériser tout ça sur l'ensemble des points de vue supplémentaires qui peuvent être disposés pour nous rapidement. Et je vous redonnerai la réponse dans quelques semaines. Au moment où on se parle, ma réponse serait non. OK. Peut-être en sous-question, là, évidemment, donc, vous avez encore parlé du seuil acceptable, du niveau acceptable. Là, vous le dites, ça va prendre un certain temps, pas tellement longtemps, là, quelques semaines, pour aller obtenir des études, demander des avis extérieurs notamment. Mais si le seuil acceptable n'est pas atteint, là, parce qu'on a rencontré la semaine passée les gens de Glencore et on leur a demandé spécifiquement si c'était possible d'atteindre le 3 nanogrammes. Et techniquement, semble-t-il, selon les réponses de l'entreprise, ce n'est pas possible actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas capable d'atteindre le niveau acceptable? Je pense qu'il y a une différence entre le niveau acceptable et le 3 nanogrammes. Le 3 nanogrammes, c'est une norme qui est établie par le ministère de l'Environnement, auquel norme se greffe un certain risque, là, comme on le mentionnait, selon une des repères internationaux, ça donne 6,6 cas potentiels de cancer par million d'hectares, ce qui revient à très, très, très petit pour ici. Et selon un autre, ça va en donner juste 1,5 par 10 millions d'habitants. Donc, les repères de ce côté-là font en sorte que quand on dit 3 nanogrammes par mètre cube, c'est somme toute de dire qu'il n'y aura pas d'impact sur la santé. Alors, ce qui est acceptable, est-ce que c'est ça? Ou c'est de dire, regardez, il peut y en avoir un, il faut le calculer, il y aura un risque de 1 sur 100 000. Admettons, là, je vous donne ça, 1 sur 100 000 ou 1 sur 10 000. Il y a souvent dans les expressions de toxicologie environnementale, il y a une plage d'acceptabilité qui n'est pas un point de vue du directeur national de santé publique qui dit ça, c'est acceptable pour vous. L'acceptabilité pour les citoyens, c'est eux. C'est à convenir avec les autorités responsables et le gouvernement. Nous, on n'est pas là pour dire ce qui est acceptable pour les gens. On est là pour clarifier la situation et de maîtriser le mieux possible les risques pour les rendre authentiques à l'esprit des gens et ils peuvent faire leur choix. Il y a pas mal de monde qui font bien des choix au quotidien sur des choses que moi, je pourrais leur dire, ça, c'est pas bien acceptable, mais ça, c'est un point de vue qui est pratiquement personnel. Mais si on voulait qu'on rentre dans les habitudes de vie, là, vous allez voir qu'on va vous décliner ça pas mal sur
qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce qui n'est pas à risque. La COVID, on pourrait s'en parler. Il y a plein de choses. Là, ici, c'est vraiment quelque chose de particulier qui est propre à la population ici. Et il faut la laisser aussi cheminer et déterminer qu'est-ce qu'elle croit le plus juste et raisonnable dans tout ça. Peut-être vraiment en terminant, peut-être une dernière question. Là, on a beaucoup parlé de cette annexe du Dr Arruda. J'écoutais tout à l'heure la journaliste de Radio-Canada. Ça fait longtemps qu'on en parle, à Rouen-Noranda, de ses émissions. Je regardais même le documentaire Noranda, 1984. On en parlait à ce moment-là qu'il y avait davantage de maladies respiratoires. Maintenant, vous l'avez bien expliqué, il faut voir c'est quoi la responsabilité de l'entreprise là-dedans, à l'intérieur de tous ces cas. Mais êtes-vous capable de dire aujourd'hui, Dr Boileau, on aurait dû publier l'annexe, on aurait dû être transparent, surtout lorsqu'on considère les inquiétudes de la population. Est-ce que vous avez fait une erreur là-dedans? Non? Si moi, j'ai fait une erreur? Je ne parle pas de vous personnellement, je parle de la santé publique. Là. Écoutez, l'information que nous avons eue et l'information même que nous avons eue dans les dernières heures de personnes qui étaient dans cette circonstance-là montrent clairement qu'il n'y avait pas une mauvaise intention, qu'il n'y avait pas une instruction de cacher quoi que ce soit, mais c'est plutôt de bien disposer de ces informations-là pour pouvoir faire avancer le dossier. C'est comme ça qu'on me l'explique. Moi, je connais bien Dr Arruda. Je ne crois pas qu'il y avait aucune autre intention que cela. C'est malheureux toutefois que ça ait pris cette tournure et que l'évolution dans le temps avec toute la charge covidienne qui est arrivée a fait peut-être détourner l'attention de quelque chose qui requérait un regard attentif, comme ça a été le cas depuis quelques mois. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Merci. Prochain média, Simon Bourassa, Novo. Oui, bonjour. Est-ce que vous vous attendez à quoi, en fait, de la part de la fonderie Horn au cours des prochaines heures, des prochains jours? Là? Ils vont sûrement entrer en communication avec la population par l'entremise des médias. Là. Quel type d'engagement vous attendez de la part de la fonderie Horn et plus largement de l'entreprise Glencore qui en est propriétaire? Je pense que la fonderie est certainement consciente que les émanations établies à un maximum de 100 nanogrammes ont un impact sur la santé. Elles peuvent être mesurées, on le fait actuellement. Si la déclinaison de ça devrait dire que dans le fond, c'est pas bien grave, ben là, je pourrais leur parler. Alors, si vous me demandez ce que je pense qu'ils vont faire, moi, je pense qu'ils en prennent acte et je crois qu'ils vont cheminer pour voir comment, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, mais ils vont progresser pour voir comment ils peuvent faire une proposition d'évolution industrielle qui va réduire ces émanations-là d'une façon importante. Et ils vont le faire en prenant, j'imagine, mettant les efforts qu'il faut pour cela. C'est ce que je m'attendrai. D'accord. Puis comment, comme directeur de la santé publique, M. Boileau, là, vous expliquez que le ministère de l'Environnement a laissé la fonderie Horn émettre de cette façon-là des métaux lourds dans l'atmosphère à Rouen-Noranda pendant aussi longtemps? Je crois que c'est difficile pour moi de parler du passé. Je n'y étais pas, je n'étais pas présent dans cette fonction-là, puis je n'avais pas non plus... j'ai déjà été informé de cela, comme à peu près tout le monde qui est en santé publique, des préoccupations qu'il pouvait y avoir, mais je crois que la balance dans tout ça a été mise du côté des bénéfices de pouvoir continuer à œuvrer sur le plan industriel et d'avoir un impact économique et qu'on a, avec les données de ce moment-là, jugé que ça pouvait être moins impactant. Mais la modernité des connaissances, leur évolution nous permet aujourd'hui de dire que ça dépasse des niveaux qui sont jugés comme corrects et qu'il faut apporter les corrections qu'il faut et mettre les efforts en ce sens-là. Merci. Merci. Prochaine question, Florence Morin-Martel, Le Devoir. Oui, bonjour. Ma question est en fait pour le docteur Boileau. Sur un autre sujet, là, considérant que les camps de vacances sont des milieux très touchés là, par la hausse des cas de COVID, qu'est-ce qu'entend recommander la direction de santé publique pour les camps? Bon, dans un contexte de COVID, nous
En fait, si vous me permettez, considérant l'importance du point ici pour la communauté, si vous vouliez retenir votre question pour demain matin, je ferai le point avec le ministre de la Santé en point de presse. Je ne sais pas si tout est confirmé, les heures, tout ça, mais je pourrais vous revenir là-dessus. Je crois que la situation de la COVID, elle n'est pas simple en ce moment. Il y a beaucoup de cas, vous le savez. Pour les camps de vacances, il y a déjà quelques camps qui, malheureusement, pour leur personnel, étant trop affectés, ils n'ont pas pu tenir les services qu'ils auraient souhaités. Mais ce n'est pas la majorité, c'est quelques-uns. Et nous avons eu des échanges avec eux pour justement s'assurer qu'il y a une bonne compréhension des mesures à prendre. Et je crois que ce n'est pas étonnant dans le contexte d'une épidémie qui est en croissance comme celle que nous observons, que nous ayons ce type d'impact. Mais si vous me permettez, je remettrai ça à demain. Oui. Aviez-vous une question concernant le sujet du jour? Non, c'est beau, merci. Merci beaucoup. Parfait. Prochaine question. Thomas Gervais, Radio-Canada. Oui, bonjour, Dr Boileau. Bon, je comprends bien que vous ne voulez pas faire de recommandations aujourd'hui, mais durant la pandémie, vous avez été capable d'en faire des recommandations rapidement avec très peu d'études, voire pas du tout. Là, vous en avez des études, vous en avez même plusieurs. La dernière vous dit que le pire risque avec le statu quo des émissions, c'est 14 cas de cancer supplémentaires. Donc, vous avez un champ d'évaluation des risques là entre 7 cas de plus, c'est la norme, vous l'avez expliqué, et le 14. Alors vous seriez capable de dormir sur vos deux oreilles avec combien de cas de cancer supplémentaires? 8, 9, 10? Alors, merci beaucoup pour votre question. Lorsque nous regardons en face de nous sur l'évolution à compter de maintenant, des risques de cancer projetés sur les 40 prochaines années, nous estimons qu'il y aura au total quelques cancers, probablement 5-6 cancers du poumon, si nous maintenons les émanations comme elles sont là actuellement pendant les 40 prochaines années. Alors, il s'agit d'un nombre qui est trop. Si vous me demandez qu'est-ce qui me permet de dormir, bien, c'est idéalement d'avoir le moins de risques possible, et que ce soit lié aux émanations ou à d'autres comportements tabagiques ou autres, vous le savez bien. La situation de la COVID ne se compare pas. Les risques étaient beaucoup plus importants et beaucoup plus à court terme. Ici, nous ne sommes pas dans cette perspective-là pour le cancer du poumon lié à l'arsenic et au cadmium. Et il peut y avoir d'autres effets. Donc, à votre question, M. Gervais, je pense que si nous sommes en mesure de réduire les émissions prochainement, et d'une façon progressive et réaliste, nous pourrions être en situation différente en termes de risque, et ce sera à la communauté, au gouvernement, à disposer de la décision finale autour de ça. Merci. Puis dernière question, vous avez expliqué que vous voulez plus d'études pour faire un lien direct, s'il y en a, entre les émissions de la fonderie et puis ces effets d'excès-là que vous avez documentés. C'est quel type d'études exactement que vous allez faire dans les prochaines semaines pour faire ce lien-là de cause à effet avec la fonderie spécifiquement? C'est une bonne question, M. Gervais. Nous ne serons pas en mesure de faire des études comme celle qui vient d'être publiée par l'Institut national de santé publique. Ça commande un effort spécialisé qui est beaucoup plus exigeant et qui va nous demander plusieurs mois de travail. Alors, nous, on est en appui à l'établissement pour aller chercher les points de vue des meilleurs experts à partir des données actuelles pour caractériser le risque et de venir confirmer ou baliser ou nuancer les risques qui sont associés à l'entreprise sur les effets observés dans la population jusqu'à maintenant de disparités entre les territoires et les régions sur d'autres paramètres de santé. Les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les issues de grossesse sont deux exemples là-dessus. Alors, on va aller chercher, pour appuyer la Direction régionale de santé publique, l'établissement va aller chercher les expertises qu'il faut pour ce faire, et on peut compter au point culminant là, de cela sur l'appui de la direction, plutôt de l'Institut national de santé publique, qui est ici au Québec notre croisement clé pour l'expertise. Ils en détiennent déjà beaucoup, et sinon, ils sont en mesure d'aller la capturer
pour la mettre au rendez-vous sur les analyses à faire en ce moment. Donc, on compte sur eux et ils sont tout à fait engagés dans cette voie. Nous le voyons bien aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'un média qui n'a pas posé de questions voudrait intervenir? Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette conférence de presse. Merci beaucoup, Mme Roy, Dr. Boileau, Dr. Trépanier.